Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors vous vous rappelez peut-être, la semaine dernière, nous abordions avec Fabien Bouglet et Guy de Lafortelle ce sujet du dépeçage du secteur de l'énergie en France. La Pologne alors venait d'annoncer qu'elle préférait privilégier l'industriel américain Westinghouse au concurrent français EDF pour démarrer son programme de 6 réacteurs d'ici à 2040. Et eh bien nous nous inquiétions surtout des véritables projets d'Elisabeth Borne derrière la nationalisation annoncée en juillet dernier, rappelez-vous. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir. Nous devons prendre des décisions que sur ces bancs même, d'autres ont pu prendre avant nous dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Alors, applaudissements dans l'Assemblée, assurer notre souveraineté. Voilà, cette annonce claquait, on va dire, et était plutôt réconfortante pour la France. Eh bien, certains se sont méfiés dès le début. C'est le cas notamment de Philippe Brun. Je vous propose, Philippe Brun est député socialiste, et il se trouve que il se trouve qu'il a pu, lui, en tant que rapporteur spécial de la Commission des finances sur les participations de l'État, s'interroger et poser des questions sur ce qui se passe à EDF et aller voir ce qui se passe à Bercy. Écoutez cette vidéo du HuffPost. Il y a 2 ans, on a appris dans la presse que le gouvernement avait un projet de démantèlement d'EDF. Ça s'appelait le projet Hercule. Et puis ce projet a soi-disant été abandonné. C'est ce que dit d'ailleurs la note qui est annexée à l'offre publique d'achat, l'OPA, qui est en train d'être faite sur EDF. Mais nous n'y croyons pas. Aucun des syndicats de l'entreprise n'y croit. Aucune des associations des usagers n'y croit. Car la Commission européenne, elle, a demandé à l'État français le démantèlement de cette entreprise. L'opacité dont fait preuve le gouvernement en ne répondant à aucune de mes demandes de documents nous laisse penser effectivement qu'il y a anguille sous roche, et je viens ici m'en assurer. Voilà, et Philippe Brun donc, avait pu se rendre sur place à Bercy. En sortant de Bercy, HuffPost lui avait de nouveau tendu le micro. Voilà ce qu'il explique à ce moment-là. J'ai effectivement eu accès à des informations confidentielles sur la situation d'EDF, également sur les intentions du gouvernement. Je ne peux pas vous en dire plus. Parce qu'une partie de ces informations sont couvertes par le secret des affaires. Donc je dois faire aujourd'hui une analyse juridique pour savoir ce que je peux communiquer au grand public. En tous les cas, ces informations seront dans le rapport que je présenterai dans quelques semaines à la Commission des finances. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai vu ne m'a pas rassuré. Alors voilà, ça c'était le 21 octobre. Et donc Philippe Brun explique qu'il est tenu par le secret des affaires. Il devait analyser ce qu'il pouvait ou pas dire officiellement. Et voilà qu'il a tout déballé. Donc mardi, lors des questions au gouvernement, donc à l'Assemblée, il a pu poser sa question au gouvernement. Écoutez Philippe Brun. J'ai pu consulter des documents stratégiques confidentiels qui démontrent une toute autre réalité. Dans une note du 27 juin 2022 que j'ai pu consulter, la montée au capital d'EDF est présentée comme un moyen d'avoir les mains libres pour, je cite, engager une filialisation de toute ou partie des activités du groupe liées à la transition énergétique, suivie le cas échéant de leur introduction en bourse. Il est également écrit, mes chers collègues, débuter par une réorganisation du groupe enverrait un signal négatif aux organisations syndicales qui ne manqueraient pas de se mobiliser. Dans les documents nombreux que j'ai pu consulter, j'ai pu constater l'intention claire du gouvernement de démanteler EDF une fois la nationalisation terminée. Alors, Madame la Première ministre, ma question est simple. Lorsque le gouvernement, par la voix du ministre de l'économie Bruno Le Maire, le 22 juillet dernier à la tribune de cette Assemblée, a affirmé que le gouvernement garantirait l'unité d'EDF, avez-vous menti à la représentation nationale ? Avez-vous menti à la représentation nationale? D'après les documents, il est très clair, Philippe Brun, il y a une intention claire de démanteler EDF juste après sa nationalisation. Voilà que les choses sont très très clairement explicitées. Réponse immédiate du porte-parole Gabriel Attal à Philippe Brun à l'Assemblée mardi dernier. L'objectif de la montée à 100% au capital d'EDF, il est clair.
c'est renforcer la politique nucléaire de la France, conformément au discours du président de la République à Belfort, qui prévoit notamment la construction de 6 EPR2. Tout ça pour assurer notre souveraineté énergétique, celle des Français et de notre pays. Ça n'aurait aucun sens de monter à 100% au capital d'une entreprise comme EDF pour la démanteler ou la vendre par appartement. Ça n'est absolument pas le sujet. Et Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion de dire que le projet Hercule n'était plus à l'ordre du jour. Ben voilà, on est rassurés. Gabriel Attal nous promet que tout cela est fait pour assurer notre souveraineté. Alors nous sommes avec Guy de Lafortelle pour analyser cette situation. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Vous êtes éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume. Et comme je le disais, vous étiez avec nous pour cette dernière table ronde où nous avions déjà abordé ces problèmes de dépeçage énergétique en France. Alors aujourd'hui, plus que jamais, puisque les choses sont petit à petit révélées, on a entendu les citations de ces documents confidentiels de Bercy par Philippe Brun. Et donc on comprend que derrière, évidemment, un démantèlement d'EDF est prévu. Alors on comprend que c'est prévu parce que, comme le rappelle Philippe Brun, c'est une volonté de Bruxelles, c'est une volonté de la Commission européenne, et ça a quelque chose de très bizarre quand on y réfléchit 2 secondes, parce que autant la Commission européenne peut éventuellement venir demander de privatiser des entreprises, vous savez, dans des logiques de libéralisation et des marchés. Donc là, par exemple, sur le marché de l'énergie, on sait que depuis la fin des années 90, on est dans une très grande séquence où il faut libéraliser le marché de l'énergie et il faut tout privatiser. Donc il pourrait dire, on vous demande de descendre au capital. Là, c'est pas ce qu'ils font. Ce qui est très clair, il faut bien comprendre avec le projet de filialisation, on va pouvoir dire démantèlement à ce stade, c'est que c'est une volonté de Bruxelles pour lequel ils n'ont absolument aucune légitimité. Mais comment est-ce qu'ils font ? Ils passent par l'ARENH, c'est-à-dire que c'est le fameux accès à l'énergie nucléaire historique, l'accès régulé, donc qui est ce prix de l'énergie que EDF est obligé de revendre à ses concurrents à un montant fixe qui est de 42 € jusqu'à 100 TWh. Et qui a été fixé en 2011 à partir de la loi de Nome. Et ce tarif-là n'a pas été modifié depuis. Et autant à l'époque, c'était un tarif qui était correct, autant aujourd'hui, c'est un tarif qui est suicidaire. Et si nous, on veut pouvoir changer ce tarif, il faut que la Commission l'accepte. Et la Commission dit, vous voulez augmenter votre tarif de l'ARENH, parce que je vous rappelle que EDF est vaguement surendetté et est en train de jouer sa survie, et même plus que ça. Si vous voulez augmenter votre tarif, il faut démanteler. Donc vous avez un procédé absolument mafieux où pour fixer un tarif de manière soviétique, qu'on arrête de me dire que ces gens sont des libéraux, parce que si aujourd'hui EDF vendait son énergie au prix de marché, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et donc vous avez ce côté mafieux où ils vous disent, si vous voulez, il faut démanteler. Donc en gros, c'est soit vous démantelez, soit on vous laisse crever la bouche ouverte. Pour que les choses soient très claires, ça vient de l'ARENH, cette imposition de, si vous voulez, il faut démanteler? Le projet Hercule, c'est très clairement ça. Le projet Hercule, si vous regardez dans la presse, vous avez des réunions à Bruxelles où se joue l'avenir d'EDF. Vous avez ça. Aujourd'hui, se joue en novembre 2019 ou 2020, et vous avez très clairement cette volonté de dire, vous voulez augmenter le prix de l'ARENH, qui est encore une fois quelque chose qui est une aberration totale. C'est une aberration parce que on peut toujours se demander quel est l'intérêt d'avoir des distributeurs alternatifs. Parce que la seule chose que ça a fait, c'est de détruire notre système électrique et rien d'autre. Et que donc non seulement le fait d'avoir d'autres distributeurs qu'EDF n'a pas de sens économique, vous n'allez pas payer votre énergie moins cher. Vous savez, c'est ce qu'on vous disait, c'est aller chez un distributeur alternatif, vous allez payer 3%, 5%, 10% de moins quelque temps, et puis aujourd'hui vous payez 100% de plus. C'est ça ce qui se passe. Et donc ça n'a absolument aucun sens, mais bon, c'est un truc qui a été imposé par Bruxelles parce qu'il faut absolument libéraliser le marché de l'énergie et que bien évidemment EDF n'est pas exactement un truc, à partir du moment où vous avez EDF dans le paysage français, vous avez un monopole de fait de l'électricité française, et c'est très bien en fait. Oui, mais sauf que ça ne plaît pas, j'imagine, au système européen qu'il y a un monopole français, puisque l'idée est quand même de casser tous les monopoles nationaux
pour ouvrir un grand marché européen. Exactement, ça plaît pas à Bruxelles, ça plaît pas aux Allemands surtout, parce que c'est les Allemands qui sont derrière la manœuvre. Il faut pas oublier, alors en ce moment, les prix de l'énergie sont un petit peu chahutés, on va dire. Mais si vous voulez, vous vous mettez dans une situation un peu plus normalisée. Vous étiez en France, vous aviez une électricité qui était entre 2 et 3 fois moins chère que celle des Allemands, selon que vous étiez particulier ou une entreprise. Donc il y avait quelque chose d'absolument insupportable pour un Allemand de se dire que on avait notre énergie électrique 2 à 3 fois moins chère en France plutôt qu'en Allemagne. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'Allemagne a fait des choix énergétiques catastrophiques. Et quand je dis catastrophique, c'est sur tous les points. Sur la sortie du nucléaire sans jamais avoir prévu comment ils allaient s'en occuper. Encore une fois, il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou pas sortir du nucléaire. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sort. Pour compenser, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour compenser? Si c'est pour compenser par du lignite, qui est encore pire que du charbon, on peut se poser des questions. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. L'Allemagne a une consommation de lignite qui est absolument aberrante. Si c'est pour faire des contrats gaziers avec la Russie, sauf que on est aussi atlantiste et on s'est pas rendu compte que en fait on n'allait pas réussir à mettre d'accord l'Amérique et la Russie, ça marche pas non plus. Donc vous avez ces choix qui ont été catastrophiques et plutôt que l'Allemagne fasse amende ses choix, elle vient littéralement piller notre énergie à nous. Et ça, c'est quelque chose parce que ça permet aussi de mettre en perspective ce fameux tarif à Rennes doit finir en 2025. Alors on peut se dire, enfin, mais non, c'est pire que ça après. Et à partir de 2025, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de se dire que EDF va vendre la totalité de sa production électrique, à part quelques reliquats, sur le marché de gros. C'est-à-dire que là, vous n'aurez plus aucun accès à de RTE, vous n'aurez plus accès, la partie distribution d'EDF n'aura plus accès à la partie production d'EDF. Plus aucun accès privilégié, on va dire prioritaire. Oui. Exactement. Absolument. EDF revendra toute sa production sur le marché, c'est-à-dire aussi bien à une entreprise allemande qu'à une entreprise italienne, qu'à une entreprise française. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de préférence nationale sur la production d'électricité. Oui. Non, mais c'est très important, ça. C'est gravissime. Et vous serez toujours sur un tarif réglementé. Alors, au lieu d'avoir un tarif fixé, vous aurez un tunnel de 6 euros. Et donc, non seulement vous serez sur le marché libre, mais en plus, vous serez encore... en gros, si vous voulez... ce bijou. Mais donc c'est une arnaque totale à tous les étages. Je ne comprends pas. Oui, c'est une arnaque. On nous dit au moins si vous allez sur les marchés privés, vous pourrez choisir votre tarif. Mais c'est même pas le cas d'après ce que vous nous dites à partir de 2025. Non, on ira sur les marchés, mais ça continuera d'être un marché un tarif. Régulé. Ça continuera d'être un tarif réglementé. Et donc c'est une aberration totale. Encore une fois, on a fait des guerres pour moins que ça. Et quand je dis ça, c'est pas que je suis particulièrement belliciste, c'est que là, on n'est même plus en train d'attenter à la sûreté nationale. Là, on en arrive à la survie nationale. Faut pas oublier que Charles Gave vous dirait l'économie c'est jamais que de l'énergie transformée. C'est-à-dire que c'est pas juste, on n'est pas en train de parler de bagnole ou d'un pan de notre économie. On est en train de parler de la fondation même de toute économie capitaliste qui est l'accès à l'énergie. Faut pas oublier que l'énergie, la quantité d'énergie compte pour 60% dans la fabrication du PIB. C'est-à-dire que si vous Guy de on comprend donc ce qui va se passer. Vous nous avez dressé un petit tableau d'horizon assez sombre. On comprend les intérêts des Allemands, donc ceux de la reine et qui portent la reine européen. Mais on ne voit pas comment le gouvernement français aujourd'hui peut décemment suivre ce parcours. Ça, c'est vraiment problématique. C'est si, en fait, c'est assez marrant. C'est pas du tout marrant, pardon. Il y a quelques jours, semaines, l'économiste Gaël Giraud qui s'est fait lyncher sur la place publique pour avoir dit que Emmanuel Macron était le pantin de David de Rothschild. Alors, le mot est mal choisi et il est un peu grossier, et il disait, pour expliquer ça, il disait que David de Rothschild n'avait pas supporté la privatisation de la banque dans les années 80.
Et que du coup, il était vraiment en quête d'une libéralisation totale et qui voulait surtout que l'État ait le moins de poids possible partout dans l'économie. Et donc, il s'est fait lyncher parce que, bien évidemment, Macron n'est pas le pantin. N'empêche que ce qui s'est passé, c'est que un candidat à une présidence de la République a des sponsors. C'est comme ça. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est juste une observation. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, vous présentez pas avec des chances de gagner à une présidence de la République sans avoir des sponsors puissants autour de vous. Donc que ces sponsors sont effectivement les Rothschild parmi d'autres, et que ces gens effectivement ont un agenda, et ils ont un agenda qui est celui de libéraliser par idéologie, et aussi parce que quand vous libéralisez, vous privatisez. Quand vous privatisez, derrière, il y a du fric à se faire, il y a beaucoup de fric à se faire. On est dans un système dans lequel on est éventuellement en train d'éteindre la lumière cet hiver, plutôt le prochain ou le suivant, pour que quelques banques puissent se faire quelques milliards de dollars de plus. C'est de ça dont on parle quand même. Pourquoi ? Parce que vous avez une logique financière qui a pris le pas sur une logique industrielle et sur une logique économique. Vous avez des gens qui sont les seigneurs de la finance, les seigneurs de cette fiction financière, qui sont aux manettes, et c'est plus un industriel. Vous voyez bien, Monsieur Rémy, qui est passé à la tête d'EDF, c'est pas un ingénieur, c'est un banquier. Oui, mais c'est important de le souligner, ça, d'ailleurs. Mais bien sûr, on voit bien le passage de bâton, en effet, comme vous l'avez dit, d'une logique à une autre. On a quitté la logique industrielle, stratégique, nationale, pour aller à une logique purement financière. Absolument, et c'est là où vous pouvez être sûr que le démantèlement d'EDF va arriver. On vous a pas mis un ingénieur pour vous reconstruire un parc de centrales nucléaires, on vous a mis un financier qui, il me semble, a une part dans la vente d'Alstom à l'époque, on pourra en reparler. Donc vous avez quelqu'un qui est spécialisé justement dans ce genre d'opérations financières, premièrement, donc il faut regarder qui est là. Deuxièmement, quand je vous disais qu'à la fin de l'arène, en 2025, vous allez avoir EDF, la partie production d'EDF qui revendra son électricité à la partie distribution comme à n'importe quel distributeur allemand ou indépendant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut bien dire qu'il faut que RTE soit séparé de la partie production d'EDF. Ça veut dire qu'ils peuvent pas être dans la même entreprise, ces gens-là. Ça veut dire que potentiellement, ce qu'ils sont en train de préparer est encore pire que ce qu'ils prévoient, parce qu'aujourd'hui, dans le plan Hercule, on prévoyait un grand producteur-distributeur d'électricité nucléaire. C'était ça qu'on prévoyait. Mais peut-être que demain, en fait, ce sera plus ça. Il sera divisé en morceaux, oui. Ce sera divisé encore plus parce que c'est la logique même. C'est-à-dire que puis il s'est écrit dans le plan de Bruxelles, il faut que EDF vende son électricité sur le marché sans préférence. Donc c'est probablement que ça va être ça. Il y a autre chose qui s'est passé. Je m'étais pas trompé. J'étais juste un mauvais timing. Quand on s'est vu la semaine dernière, je vous disais, Alstom n'est pas encore racheté. Ça y est, le lendemain l'annonce a été faite. Donc Alstom revient dans le giron d'EDF. Alstom revient dans le giron d'EDF et vous avez aussi les activités d'Areva qui viennent dans le giron d'EDF. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui est tout nouveau qui arrive et on n'a pas l'habitude. C'est que EDF devient tout d'un coup un constructeur de centrales et pas uniquement un exploitant de réseau. Ce qui était avant ce que faisait le CEA, ce qu'a fait Areva et ce que faisait Alstom. Alstom faisait des turbines, Areva construisait des centrales. Là, aujourd'hui, c'est EDF qui prend tout ça. On reconstruit un espèce de grand géant qui fait tout dans le circuit de A à Z. Ce qui, en soi, on peut se dire, c'est très bien. Oui. Mais on se remet dans cette logique bruxelloise. Oui, c'est ça. Dans cette logique bruxelloise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des activités qui sont privatisables, celle de la construction des centrales, la construction des centrales, c'est privatisable. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, vous avez Siemens qui fait ça. Siemens, c'est pas une entreprise publique. Moi, je serais absolument pas étonné. C'est le sens de l'histoire, c'est le sens de toute cette logique-là, qu'ils nous reprivatisent Alstom et pire que ça encore, toutes les activités historiques d'Areva, et que ça ressorte au moment du démantèlement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans ce truc-là, pourquoi est-ce que il reste quand même un établissement public ? C'est parce que le risque nucléaire n'est pas assurable. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement dire privatiser EDF, arrêtez de nous gonfler ? Parce que vous ne pouvez pas privatiser la partie gestion des centrales, parce que c'est un risque qui n'est pas assurable, encore une fois. Et du coup, donc c'est juste une question d'assurance, sinon tout aurait déjà été vendu et privatisé.
on va pas refaire le match, si vous voulez, parce qu'il y a un autre intérêt, c'est qu'en même temps, vous laissez toute la merde, excusez-moi pour le mot, mais vous laissez toutes les dettes. EDF est une entreprise qu'on a malmenée depuis 10 ans, qui a fait des choix stratégiques aussi très mauvais, mais entre les problèmes malmenés politiquement, malmenés par les dirigeants qu'on a choisis, je suis désolé, et tout ça, vous avez une entreprise aujourd'hui qui a eu de la pourriture financière de partout, et donc on est en train de laisser ça gentiment à l'État, c'est-à-dire à nous. Oui. Alors, pour finir, Guy de Lafortelle, aujourd'hui, quel scénario peut-on imaginer ? Enfin, comment peut-on se sortir de ce marasme, finalement ? Si vous voulez, le problème de ce scandale, c'est que c'est pas tant un scandale qui peut faire tomber Macron, à mon avis, c'est bien le minimum. Quand vous avez un gouvernement qui vous a menti à ce point, le Parlement devrait retirer sa confiance au gouvernement, parce que là, vous avez quelque chose qui n'est pas tenté. Vous vous rendez compte dans la réponse d'Attal vous dit « Oh là là, mais nous, ce qu'on veut, c'est la souveraineté, machin. » À aucun moment, en fait, il ne dit qu'ils vont pas le faire. Il dit que ça n'aurait pas de sens. Oui, ça n'aurait aucun sens, oui. Ouais, il dit pas « Je ne vais pas le faire ». Il dit pas « Jamais nous n'allons le faire ». Oui. Non, parce qu'il sait très bien. Et ensuite, non seulement, moi, je trouve que la proposition de M. Brun d'avoir une grande loi de nationalisation dans laquelle on fixerait précisément le cadre de la nationalisation, c'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. Et bien évidemment, le gouvernement refuserait ça, puisqu'il ne peut pas accepter ça. Et puis dans ces cas-là, il fait un 49.3 et vous le mettez. Et dans ces cas-là, il faut essayer de le faire tomber. Oui. Et moi, encore une fois, je vous le disais la dernière fois, moi, je veux voir chaque député, ceux qui vont sauver les petits jeux de banquiers et d'Allemands, et ceux qui vont effectivement sauver, parce que encore une fois, ça devient de la survie nationale à ce stade-là. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais le problème de ce truc-là, c'est plus encore que de faire tomber un gouvernement, c'est de nature à faire défaillir l'Union européenne. Un truc comme ça où vous vous rendez compte que les Allemands sont en train de vous sacrifier littéralement pour que vous payiez à leur place leur faute énergétique, c'est un casus belli. Encore une fois, on a fait des guerres pour moins que ça. Oui, mais on a l'impression qu'en ce moment, Guy de Lafortelle, plus c'est gros, plus ça passe. Je suis désolée pour cette expression. Allez, on s'arrête là aujourd'hui. On continuera de suivre cette affaire gravissime, comme vous l'avez bien signalé, Guy de Lafortelle. Je rappelle que vous êtes fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.